Imaginez qu'on vous attache, comme dans le film Orange Mécanique, pour vous forcer à regarder des bouses infernales pendant une année entière. C'est un peu ce genre de torture que j'ai subi, un sacrifice, pour votre plus grand plaisir. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime, je le redis, une troisième et dernière fois sur ma chaîne. Bonne année 2026, la santé surtout. Nous nous retrouvons ici pour la deuxième partie de mon top des films et des séries 2025. Je vous colle le lien de la première partie que je vous invite fortement à regarder en annotation. La seconde partie évidemment sera consacrée au sang, au sel, au poivre et aux larmes. Alors comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, 2025 fut pour moi l'année de la réussite. Entre l'évolution de ma chaîne, le développement de mon Patreon, ma perte de poids, oui, ça en faisait partie, c'est la première fois que je réussis une de mes sèches, l'organisation, le fait de trouver un équilibre entre le travail et le repos, dont l'insertion de la lecture et l'apprentissage de l'anglais dans mon planning, ce qui a poursuivi à une baisse drastique de mon anxiété. Alors ça, j'en parle jamais sur ma chaîne, c'est le genre de sujet que j'aborde plus souvent sur mon Patreon. Et surtout, une augmentation de la consommation de films non américains. Comme je l'ai expliqué, en 2025, j'ai vu 68 films, 39 films américains, 7 américano autre chose et 22 films non américains. Alors je précise des films sortis en 2025, j'ai vu d'autres films et d'autres séries d'autres années. En parallèle, j'ai également vu 32 séries, 25 américaines et 7 non américaines. Et là, ça s'est un peu cassé la gueule vers la fin de l'année depuis mon Shadowban. D'ailleurs, mon top consacré aux meilleurs films et séries 2025 a réalisé le moins bon score depuis 2 ans, depuis ma vidéo de 2023. Donc c'est dire à quel point YouTube coupe la visibilité à mes abonnés. C'est bien beau d'avoir 100 000 abonnés, mais si ces 100 000 ne peuvent pas avoir accès à mes vidéos, ça n'a aucun sens. Et c'est pourquoi, pour donner un bon gros coup de pied dans la fourmilière de l'algorithme, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Tabassez-moi ce bouton like une bonne fois pour toutes. C'est gratuit, c'est juste un clic. S'il ne faut que ça pour contrer mon shadowban, eh bien soit. Donnez-moi également en commentaire votre liste des pires films et séries que vous avez vus en 2025. Même s'il ne s'agit que d'un titre, c'est vraiment histoire de participer et de booster le référencement de cette magnifique vidéo qui vous attend. Également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, certains commentaires m'informent que YouTube les désabonne comme ça. Gratos. Donc pareil, un clic, c'est gratis et on n'en parle plus. Je m'égare un instant pour vous parler d'autre chose. Je m'étais promis sur ma chaîne de ne jamais promouvoir des produits comestibles, sauf si vraiment on parle de produits que je consomme moi-même. Et étant un énorme buveur de thé, littéralement Théman, le super-héros, tous les matins à 9 h, j'ai demandé de mon plein gré une collaboration avec le maté de Matéine. Il s'agit d'une infusion sud-américaine consommée depuis des siècles pour son effet stimulant naturel. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, le maté offre un coup de boost grâce à la caféine, à la théobromine et à la théophiline, donc pas de nervosité comme avec le café ou autre boisson énergisante. Ce qui en fait le compagnon idéal si vous avez prévu de baisser votre consommation de café. Le maté de Matéine est bio, préparé à la main à Grenoble, avec de vrais morceaux de fruits et de fleurs séchées, et bien sûr, 0 sucre ajouté. Et c'est justement ça qui m'a motivé à les contacter. Ils bossent aussi avec un ESAT, une structure d'insertion de personnes en situation de handicap. Résultat, nous avons un projet 100% local, humain, et sans machine. L'envoi est rapide, le colis extrêmement soigné, avec un vrai travail autour du packaging qui fait plaisir. Soutenir Matéine, c'est également soutenir ma chaîne YouTube, donc vous pouvez profiter de moins 15% sur votre première commande avec mon code PLOTTIME, ou en passant par mon lien disponible en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Après s'être lâché pendant les fêtes, c'est exactement ce qu'il vous faut pour vous remettre sur pied. Comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, je n'ai pas de fiche technique sous les yeux, donc voilà, on est vraiment en impro totale, je me lance, je me jette dans le vide, et voilà, on est vraiment dans un contexte de pure détente. Donc, j'ai sélectionné 4 séries. Alors comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, encore une fois, il n'y a pas de chiffre précis. Ce n'est pas un top 5, ce n'est pas un top 10, c'est juste voilà, selon les séries et les films que j'ai vus, je sélectionne ce que j'ai. Et dans les pires séries que j'ai pu voir en 2025, il n'y a alors que 4 séries. Il y avait également quelques mentions, vous allez voir. Mais par contre, c'est pas généralement je fais en sorte que ce soit du moins mauvais au pire. Mais sauf que je vous garantis que les 4 séries que je vais citer ici sont aussi mauvaises l'une que l'autre. Voilà. En 4e position, j'ai choisi All Fair. Alors, je pense que c'est la moins pire. Ah, je sais pas en fait. Je sais pas. C'est compliqué. Hein. Bon, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet. All Fair, c'est de la merde. Mais après,
je me dis que, enfin, je considère que c'est pas la pire parce que quand vous êtes une ménagère, enfin, quand vous êtes vraiment le public cible, ça peut vous plaire. Et d'ailleurs, je pense que cette série a été bien accueillie par ce fameux public cible. Moi, je vous invite à décliner, et d'ailleurs, à la fin de ma vidéo critique, j'ai eu l'intelligence de vous proposer une alternative qui était la série sur Lagerfeld. Évidemment, c'était pas exactement pareil, mais c'est quand même une série de bourgeoises, voilà, très féminin, avec un côté très féminin, ça parle d'homosexualité également. Donc voilà. J'ai proposé une alternative. Je vous invite à décliner Allsfair, c'est bien pourri. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. En troisième position, j'ai choisi, évidemment, comment ne pas la citer, The Last of Us. Saison 2 de Neil Druckmann et Craig Mazin. Alors savoir que, bon, j'ai épuisé mon stock de tout ce que j'avais à dire sur cette série, mais Neil Druckmann qui quitte le navire après la saison 2 en disant qu'il doit s'occuper de son prochain jeu de chez Naughty Dog. Voilà, comme je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, enfin l'une d'entre elles, je crois que c'était une vidéo Flash Actu, j'explique que le mec a juste vu que le bateau coulait, il a préféré partir pour laisser Craig Mazin. Alors je pense que Craig Mazin est en partie responsable du naufrage de la série, pas juste Neil Druckmann tout seul, parce que Craig Mazin n'a pas autant d'expérience qu'on l'imagine. C'est pas parce qu'il a réalisé une bonne série avec Chernobyl que ça y est, ça en fait un putain de showrunner. Bon voilà, ça c'était vraiment ça a été une fausse bonne idée. Et le fait que Neil Druckmann se barre pour laisser Craig Mazin, nous savons tous très bien pourquoi il a fait ça. C'est pour qu'on pense que la série est devenue mauvaise à partir du moment où Neil Druckmann est parti. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand la saison 3 va arriver? Il va se passer que, enfin, le shitstorm sera énorme. Plus personne ne regardera la série parce que la saison 3 sera entièrement consacrée à Abby. Et c'est merveilleux. Bon, j'en ai déjà trop souvent parlé sur ma chaîne, mais c'est merveilleux parce que tout ce qui se passe, tout ce que j'avais prédit se réalise. Et vraiment au moindre détail. Et ça valide également tout ce que j'avais dit par rapport au jeu, parce que j'ai expliqué plusieurs fois que je n'aime pas le jeu d'origine, enfin The Last of Us 2, même si en regardant la série, je me suis rendu compte à quel point le jeu était masterclass à côté, enfin je me suis rendu compte de toutes les qualités du jeu à côté, qui n'ont rien à voir évidemment en termes de maturité, de narration, d'écriture, mais c'est bourré d'incohérences, et le 2 n'a été créé que pour déconstruire le premier, et ça c'est un truc qui m'horripile au plus profond de mon être. Et on voit tout ça, encore plus on voit toutes les ficelles de ce que je déteste dans le 2 se voient dans la série à partir de la saison 2. Et tous les problèmes du choix de Bella Ramsey en Ellie, que les gens ne voyaient pas trop dans la première saison parce que Pedro Pascal faisait l'ombre, Pedro Pascal portait la série, se voit encore plus dans la saison 2, c'est magistral. C'est vraiment magistral. Tout ce qui s'est passé avec cette série est magistral parce que tout ce que j'avais prédit s'est réalisé. Tout ce que j'avais prédit, au moindre détail. Voilà, il y a eu des surprises après dans la série parce que c'est pas non plus une catastrophe ouais, si quand même. Non mais en termes de forme, je veux dire, les scènes d'action, la scène de bataille qu'on voit à Jackson est fabuleuse. C'est l'une des seules fois dans la série où on a un sentiment d'urgence extrême. Voilà, c'est fabuleux et je pense que enfin même j'ai revu la scène par plaisir parce que c'est magnifique. Quand tu as joué au jeu, il y a un sentiment de, enfin c'est bizarre, c'est marrant parce que on sent qu'ils veulent faire gamer dans cette scène alors que le jeu n'est pas spécifiquement comme ça. Et aussi ce que d'autres gens ont reproché, c'est qu'il y a les zombies, les infectés n'attaquent que par horde à chaque fois. Enfin bref, c'est fabuleux. Cette série est fabuleuse et d'ailleurs pour vous dire à quel point la série est un naufrage, c'est que je ne suis même pas sûr de vous proposer des vidéos pour la saison 3. En tout cas, pas de façon hebdomadaire. Je pense que j'en ferai une pour le premier épisode et une pour le dernier. À la limite, j'en ferai une pour la mi-saison, mais je ne pense pas en faire pour chaque semaine comme ce que j'ai fait pour la saison 2 parce qu'il n'y aura plus rien à dire. La série n'a plus rien à raconter. Tous les twists du jeu vidéo ont été dévoilés dans la saison 2. Il n'y a plus rien à raconter. Enfin, les mecs qui ont... Craig Mazin, je suis désolé, mais il est un peu con. Il doit être un peu con ce mec. Enfin bref. Ça, en tout cas, voilà, c'est magnifique. J'ai mis The Last of Us en 3e position. Ça fait plaisir. C'est pour moi. Si pour moi, ça fait plaisir. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. En 2e position, j'ai choisi... Alors, j'ai hésité parce que voilà, encore une fois, je considère que toutes les séries que j'ai sélectionnées dans le flop sont des bouses. En 2e position, j'ai choisi Iron Heart de Shinaka Hodge, qui est une femme inexpérimentée comme d'hab, hein, parce que, comme je l'ai expliqué,
plusieurs fois dans mes vidéos, j'en ai fait 2, les 2 ont buzzé parce que voilà, il fallait bien, parce que je le vaux bien. Comme je l'ai expliqué, la showrunneuse a été choisie pour son physique, parce que c'est une femme noire, et vu que le personnage principal est une femme noire, il faut qu'on prenne une showrunneuse, voilà, une femme noire, enfin ça n'a aucun sens, parce que on pense que The Acolyte est une série dont le personnage principal est une femme lesbienne. Alors c'est pas dit ouvertement qu'elle est lesbienne, mais apparemment c'est sous-entendu. J'ai pas vu les signaux. Enfin, en plus je pense qu'elle flash à un moment donné. Bon, je m'égare, bref. Mais du coup, on choisit une showrunneuse lesbienne. Enfin voilà, ça c'était la grande mode de chez Disney, et pas juste Disney. Hein. C'est pareil du côté Netflix, surtout du côté de Prime Video. Et du coup, on a refourgué la même sauce avec Ironheart, qui est finalement un rejet, comme j'expliquais dans mes vidéos, c'est un rejet de toutes ces années de propagande où on forçait avec le quota, et finalement on obtient ce résultat. Tu sens que Disney avait besoin de sortir cette série le plus vite possible, en finir. Là, ils sont en train d'expulser tout le caca, notamment avec Blanche-Neige. Parce que voilà, et c'est pas pour rien que Disney a eu son virage à droite assez rapidement depuis le début de l'année. Parce que voilà, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on a Disney qui a déclaré apparemment fermer, enfin pas fermer, mais mettre de côté tout le département des UI, enfin être beaucoup plus discret. Et on le voit notamment avec les premiers teasers d'Avengers, Doomsday, qui met en avant le côté conservateur, qui était beaucoup mis de côté depuis les précédents films Marvel, notamment la phase 4, enfin depuis la phase 4 en tout cas. Et tu le vois, alors je pense que j'en parlerai en détail dans mon Patreon, je pense que je ferai une vidéo réaction à plusieurs trailers gratuites, exceptionnellement. N'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon, même si c'est sans payer, voilà, abonnez-vous, voilà, on sait jamais. Parce qu'on le voit dans ces trailers qu'il y a une volonté de mettre en avant le côté un peu conservateur, le côté patriarcal, le côté daron. On met bien en avant le fait que les super-héros sont devenus des pères, des protecteurs. Le mot protecteur, d'ailleurs, prononcé verbalement, ce n'est pas un hasard. Bref, j'en parlerai en détail sur mon Patreon. Donc voilà. Ironheart est un rejet et c'est mauvais, c'est mal écrit, c'est pas intéressant, c'est pas les acteurs, enfin les personnages ne sont pas du tout intéressants, mais c'est pas la pire série que j'ai vue de tous les temps. D'ailleurs, les séries que je vais citer jusqu'ici ne sont pas les pires séries que j'ai vues ces dernières années. Je pense qu'on n'a pas tapé un record comme en 2024, je crois, 2023, 2024, où là on était vraiment, et d'ailleurs c'est pas une coïncidence, hein, les phases quota DUI, ça a fait le résultat qu'on a eu. On a eu des séries vraiment pourries. Et là, ça va. On a limité la casse. Et d'ailleurs, je n'ai eu que 4 séries en sélection. Après, pour le numéro 1, il me semble que c'est beaucoup plus salé. Mais avant de passer à ce numéro 1, hop, alors je suis en impro, comme d'habitude. J'ai ma souris à côté de moi. Hop, voilà, je descends. J'aimerais faire une petite section mention flop série. Alors, comme j'explique à chaque fois, les mentions, ce sont les séries que j'ai hésité à mettre, à rentrer dans mon top, mais que finalement je n'ai pas mis parce que soit c'était pas assez mauvais, soit il n'y avait pas assez de place. Bref. Je mentionne Alien Earth, qui pour beaucoup est la pire série de l'année. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo consacrée à la critique d'Alien Earth, ce n'est pas pour moi la pire série de l'année. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour moi une mauvaise série. Enfin, je l'ai classée dans la catégorie des plaisirs coupables. Voilà. Je sais que c'est bourré de défauts, que ça n'a aucun sens souvent. Et d'ailleurs, j'étais assez sévère sur la série. Mais à la fin, je me suis dit que bon, j'ai quand même passé un moment plutôt agréable. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire. Je mentionne également Peacemaker. Pour beaucoup, c'est aussi une série de merde. C'est pas mon cas. Je trouve que la série est plutôt correcte. Mais c'est vrai que c'est pas fameux. Mais en revanche, le côté James Gunn, qui ne matchait pas du tout avec Superman, marche beaucoup mieux dans le contexte de Peacemaker, parce que la série est extrêmement violente, exactement comme la série Creature Commando, on est dans le même ton. Donc je sais pas, je trouve que ça passe le temps, il y a mieux évidemment, mais il y a pire. GNV, la série que je n'ai pas continuée, c'est très rigolo parce que GNV, évidemment je vous invite à checker ma petite critique sur le sujet. En réalité, la critique, je m'étais promis de ne pas regarder la saison 2, voilà. Je m'étais promis d'arrêter la série après le visionnage de la première saison, mais j'ai profité finalement de l'arrivée de la saison 2 pour vous faire un bilan complet de tout ce qui m'énervait dans la série. De réhabiliter le caca qu'est cette série, parce que tout le monde considère que c'était une bonne série au niveau de The Boys, ce qui est faux, et je l'ai démontré dans ma vidéo consacrée à cette série. Et du coup, j'ai profité de la sortie des 2 premiers épisodes, mais ensuite, je n'ai pas regardé la suite. Voilà, j'ai tenu ma promesse, j'ai vraiment arrêté la série.
Et voilà, j'en ai profité pour faire un petit peu de vue, ça mange pas de pain. Mais voilà, j'ai vraiment arrêté la série parce que ça va pas. Et apparemment, la saison 2 n'a pas marché. Beaucoup considèrent que la saison 2 est moins bonne que la première. Je confirme. Enfin, de ce que j'ai vu des 2 premiers épisodes, c'est pas juste en dessous, c'est juste politicard as fuck, exactement comme l'était la saison 4 de The Voice. Malheureusement, GNV n'a fait qu'aller dans la continuité et c'est une vraie catastrophe de ce que j'ai vu et j'ai bien fait d'arrêter, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment pas possible. J'ai également mentionné Marvel Zombies. Je sais pas si vous avez vu cette série, j'ai trouvé ça vraiment pourri, mais pas autant que les séries que j'ai citées dans mon flop. Mais j'ai trouvé ça pas bien. Putain, j'ai vu ça. En fait, c'est exactement le même style graphique que la série Essie, What If. Mais là, il y a, sauf que c'est vraiment 100% consacré aux zombies. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que d'une part, ça ne raconte rien d'intéressant. D'une autre, alors c'est un peu violent. Enfin, pour une série Marvel, forcément, ça parle de zombies. Il y a une petite violence intéressante, voilà. Donc, il ne se lâche pas, on va dire. Mais voilà, il se libère un peu plus. Donc ça, c'est le bon point. Enfin, ce qui était le minimum pour une série centrée sur les zombies. Mais ce qui m'a sorti de la série, en plus du fait que c'était absolument pas intéressant, c'est surtout l'humour. Il y a l'humour à la Marvel qui, quand tu t'appelles... Comment il s'appelle le réalisateur d'Iron Man, là? Jon Favreau, qui a également réalisé The Mandalorian, également aussi le film Le Roi Lion, le remake, que je n'aime pas. Bref, mais ça reste quand même quelqu'un avec un peu plus d'expérience. Quand tu t'appelles Jon Favreau, que tu fais des blagues à la Marvel, je trouve que ça marche. Je trouve que les blagues de ce mec marchent beaucoup mieux. Mais par contre, quand tu es un no-name, on a filé Marvel Zombies à des no-name, à des gens qui n'ont pas l'expérience de Jon Favreau. Ces mecs-là ne sont pas des humoristes, ils ne sont pas drôles. Donc forcément, tu te retrouves avec un résultat absolument pitoyable. Enfin, l'humour est pitoyable. Il y a un moment qui m'a choqué, c'est tellement que c'est pas drôle. Tu sens que la série fait des punchlines pour faire des punchlines. Il y a un moment où tu vois les mecs sortir d'un vaisseau, t'as un mec qui vomit, je crois, et t'en as un autre qui fait « Oui, il a vomi !» Ok, c'est dégueu. Attendez, il vient de vomir, là? Et apparemment, c'est drôle. Sauf que non, là, j'étais vraiment en mode Arthur devant Merlin, mais la blague n'est pas drôle. Enfin, c'est pas que c'est pas une blague. Non, c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague, en fait. Donc c'est exactement ça. Marvel Zombies, c'est bien pourri, mais pas autant que les séries que j'ai citées dans mon flop. Très intéressant, ça, bienvenue à Derry. Il y a un avant et un après ça, bienvenue à Derry sur ma chaîne. Voilà. À partir de maintenant, il y a eu un avant et un après. À partir de cette vidéo, j'ai décidé d'arrêter de mentionner, enfin de parler de wokisme, sauf dans les vidéos thématiques. Et d'ailleurs, je prépare une vidéo thématique où je vais expliquer en détail pourquoi je compte vraiment arrêter de parler de wokisme dans mes vidéos. À partir de maintenant, à partir de cette vidéo, en tout cas, j'ai décidé de faire comme avant, c'est-à-dire que d'être plus discret sur le wokisme, de dire comme ce que je faisais, genre dire Chewbacca. Alors d'ailleurs, certains me demandent pourquoi je dis Chewbacca. Bah c'est con, c'est parce que Chewbacca c'est un Wookie. C'est un Wookie. LOL, voilà, un calembour de merde. Mais voilà, à partir de cette vidéo, j'ai décidé de redevenir discret parce que j'ai vraiment compris que les gens ne savent pas ce qu'est le wokisme, malgré le fait que des gens de ma chaîne, hein, des gens qui me suivent vraiment, ils n'ont pas compris ce que c'est le wokisme, et ça m'inquiète vraiment parce que j'ai l'impression que les gens écoutent du bruit. Enfin, quand je parle, les gens écoutent du bruit, et je prie vraiment pour que ces gens qui ont commenté sous la vidéo, parce que 80% des commentaires ne sont pas d'accord avec moi, notamment par rapport à la question du wokisme, et je prie vraiment pour que la majorité silencieuse ait compris ce que j'ai voulu dire par rapport au wokisme. Depuis le temps que j'en parle dans les vidéos, le fait que je t'explique que ça consiste à inverser l'échelle des valeurs des privilèges, donc tout ce qui est blanc, enfin mettre en avant tout ce qui n'est pas blanc, hétéro et masculin, en tout cas dévaloriser ces personnages ou les faire tuer s'ils sont trop sympas. Si vous n'avez pas compris ça depuis... En fait, vous avez... Pour vous, wokisme, c'est cheveux bleus. Voilà. S'il n'y a pas de personnage avec des cheveux bleus, s'il n'y a pas de LGBT, c'est pas woke. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça, c'est juste la conséquence du wokisme. Mais j'en parlerai en détail dans une vidéo consacrée à ça parce que ça m'inquiète vraiment. Donc, la majorité silencieuse qui m'a compris quand je parle de wokisme, par pitié, manifestez-vous dans les commentaires parce que ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète. J'ai l'impression que les gens écoutent du bruit.
Et je m'en suis vraiment rendu compte avec cette série, parce que Bienvenue à Derry est une série woke revendiquée. Exactement comme Sinners, comme ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, quand je parle de Sinners. C'est woke, mais de façon revendiquée. Les mecs de gauche, si on veut, vous diront que c'est woke. Et parce que le wokisme n'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot quand c'est bien utilisé, en tout cas dans... Et d'ailleurs, comme j'ai expliqué dans la vidéo consacrée à la critique de Bienvenue à Derry, au début de la série, je trouve que c'était bien utilisé. Le wokisme était bien utilisé parce que le traitement autour du racisme n'a pas été utilisé de façon caricaturale. Et j'explique dans cette même vidéo que c'est un bon point. Et les gens se sont arrêtés au terme woke en disant « t'aimes pas parce que c'est woke !» C'est pas ce que j'ai dit, en fait. Et d'ailleurs, j'explique que ce qui m'a dérangé, c'est le spoil, en fait. C'est que je me suis fait spoiler. Donc vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec cette série. Et en plus de ça, les gens qui me disent que ouais, c'est juste pas argumenté, pardon, il y a 20 minutes de vidéo où j'explique point par point les éléments qui... Enfin, il y a de vraies incohérences, de vrais problèmes de comportement de personnages. Il y a même des gens dans les commentaires qui ont dit « Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'ai quand même aimé. » Et moi, ce que j'explique dans ma vidéo, c'est que j'ai quand même passé un bon moment, en fait. Je me suis pas fait chier. Et j'ai vu un commentaire dans le live ou dans le chat, je sais plus, du live avec DG. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a mis le doigt sur quelque chose de très pertinent. Ce quelqu'un explique que pour les gens aujourd'hui, malheureusement, les gens s'en fichent de la qualité. Eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir si oui ou non ils se font chier. S'ils se font chier, là, ils vont se permettre de dire « Ah, c'est woke !» Voilà. Si woke, il y a. Mais par contre, s'ils se font pas chier, ils vont défendre la série, bec et ongle. Et c'est dommage, parce que ça prouve encore que les gens ont baissé les exigences, enfin, comme ce qu'explique DG dans sa critique sur... Enfin, j'ai vu la vidéo DG, son bilan, il explique que pour lui, Bugonia, c'est le film de l'année, enfin, c'est son film de l'année, mais par contre, à une autre époque, il aurait considéré ce film un peu en dessous. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Moi, j'ai baissé un peu moi-même mes critères de qualité parce que la qualité a vraiment baissé. Il y a des bons films, comme je l'ai cité dans mon top, notamment Better Man, mais des bons films comme ça, il y en a eu assez peu en 2025. Et les gens se contentent de plus en plus de la mauvaise qualité, ce qui fait que quand ils ne se font pas chier, pour eux, c'est un critère de bonne qualité. Ce qui ne devrait pas être le cas. Moi, je ne me suis pas fait chier dans Bienvenue à Derry. Je trouve qu'on passe un bon moment, voilà, on passe du bon temps, mais en termes de qualité pure, c'est assez catastrophique, c'est très nanar, et surtout c'est très en dessous des films. Tu regardes les films, c'est en termes de qualité pure, c'est très en dessous. Et comme j'explique aussi, le budget aujourd'hui est semblable à un film, et toutes les scènes d'action ne sont pas compilées au même niveau qu'un film dans chaque épisode. Je sais pas si je me fais comprendre. Bref, donc pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après Bienvenue à Derry, et c'est pour ça que maintenant j'arrêterai de parler de wokisme, sauf je ferai des clins d'œil, voilà, je ferai des petits clins d'œil à mon public pour l'expliquer que je me suis fait spoiler par ça, mais par contre j'en reparlerai dans des vidéos thématiques, comme ce que je prépare pour mi-2026, donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé sur le sujet, même si YouTube me met des bâtons dans les roues. Bref, j'ai mentionné également Stranger Things saison 5, c'était vraiment histoire d'en parler parce que c'est pas mauvais en fait, genre il y a beaucoup de gens qui disent que la fin de la saison 5 c'est décevant, mais ça reste un plaisir coupable et ça reste un bon spectacle, et je suis assez d'accord. C'est très pompeux sur la conclusion de l'épilogue qui n'en finit jamais. Il y a beaucoup de choses, de sujets qui ne sont pas fermés. Ils en ont fait exprès pour ouvrir la porte à de nouveaux spin-offs, et c'est tragique parce que voilà, c'est le monde maléfique des franchises qui ne s'arrêtent jamais, sauf si ça ne rapporte plus l'argent. Et Stranger Things, c'est une franchise bien trop rentable pour Netflix, et évidemment que ça ne s'arrêtera jamais. Et voilà, et puis il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été fermés, que maintenant que j'y pense, enfin ce que j'avais dit dans la vidéo, ils ont fermé la plupart des sujets, pas tous, mais en fait il y a un sujet qui n'a pas été fermé, qui est très bizarre, c'est le cas des militaires. Le militaire, j'ai pas compris pourquoi, et je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé dans la vidéo, c'est très étrange ce qu'ils ont fait avec les militaires. Pareil, tout le monde parle d'une pierre, c'est évidemment pour ouvrir une porte à une suite qui arrivera dans 5-10 ans avec les acteurs plus vieux et une nouvelle génération. Bref, toutes les ficelles sont là, mais ça ne méritait pas un classement dans les pires séries, ça clairement pas. J'ai passé un bon moment en tout cas dans cette fin de saison. Et maintenant, nous arrivons au numéro A. Oui, il a mérité. Effectivement, c'est le numéro 1 de ce classement des pires séries que j'ai pu voir en 2025. Il a mérité. C'est évidemment, comment ne pas le citer, The Witcher. Je vais regarder juste parce qu'en fait, mon timer est limité. The Witcher, saison 4. De la génialissime Lauren Smith.
Easterich. Pour moi, cette showrunneuse, ça aurait vraiment été le plus gros point d'interrogation de tout ce projet Netflix, de tout ce projet de série. Parce que c'est vrai que The Witcher, ça a été beaucoup réclamé en série, quand tu vois les jeux, la gueule des jeux. La première fois que j'ai joué à The Witcher, j'ai commencé par le premier jeu, et c'est après que j'ai découvert les livres. La première fois que j'ai joué à ces jeux, je me suis dit, putain, c'est vraiment le Game of Thrones du jeu vidéo. Et malheureusement, en fait, la série a tellement voulu faire du Game of Thrones qu'elle en oublie l'essence même de ce qu'était The Witcher. Mais ça, ce n'est qu'un fragment des problèmes de la série, finalement. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, sur la saison 4. La saison 4, quand on y repense, c'est pas spécialement plus mauvais que les saisons précédentes. Ça n'a fait que mettre en lumière, enfin, l'absence d'Henry Cavill n'a fait que mettre en lumière tous les problèmes de la série qui existaient déjà depuis le début. Et encore, parce que j'insiste pour dire que quand tu revois la première saison, l'ambiance n'est pas la même, la maîtrise n'est pas la même, c'est bourré de défauts, mais la maîtrise n'est pas la même. Et l'histoire est bien plus proche des livres, même si il y a beaucoup de trucs qui ne l'ont pas compris, c'est pareil, j'en ai parlé, enfin, parce que j'ai lu les livres, en fait, j'ai lu les livres après avoir vu la première saison. Et quand j'ai eu les livres, je me suis dit, ah d'accord. Mais la forêt, en fait, c'est pas du tout comme ça, elle est dégueulasse. Le fait qu'il y ait un mélange entre la forêt ensoleillée et la neige, ça n'a aucun sens, et tu vois qu'il y a des problèmes après avoir lu les livres. Et ensuite, quand tu entends la saison 2, tu vois qu'il y a un gap de qualité en termes de scène d'action, mais en termes de fidélité, c'est catastrophique. Et la saison 3, même si elle retombe sous ses pattes en termes d'adaptation, sur la forme, c'est moche, c'est pas très bien joué, c'est très mal écrit. Malgré le fait que ça se rapproche des livres, ils réussissent l'exploit à ne pas rendre la série intéressante. Et je ne comprendrais pas ce choix de Lauren Easterich en tant que showrunneuse, ça n'a aucun sens parce que tu vois bien qu'elle ne connaît pas la fantasy, elle ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, je crois qu'elle a déclaré quelque part, je sais plus où, qu'elle ne connaissait pas vraiment la fantasy ou qu'elle n'aimait pas trop ça. Enfin, qu'elle trouvait ça un peu bizarre. Et parce que la fantasy, pour moi, c'est un univers, ça fait partie de mes univers préférés. Et c'est tellement mal maîtrisé et ça se voit tellement. Enfin, tous les problèmes des saisons précédentes se voient fois 1000 dans la saison 4 depuis l'embrouille avec Henry Cavill. Le fait aussi que la showrunneuse jette tout sur le dos de Henry Cavill, alors que quand il s'absente, c'est encore pire visiblement. Et pourtant, c'est Liam Hemsworth, il fait clairement tout ce qu'il peut pour reprendre le rôle, mais ça marche tellement pas. Enfin, il a un côté un petit peu poussin dans son regard. Pourtant, c'est un beau gosse le gars, mais c'est pas la question. Il a un côté poussin, alors qu'Henry Cavill, il a un côté un peu plus dur, un peu plus salé. Bref. The Witcher, saison 4, c'était catastrophique, et je vous invite à voir ou revoir ma vidéo consacrée à la saison 4, tellement que c'était extraordinairement moche. Tout était moche. Bref. Je passe maintenant au top des pires films que j'ai pu voir en 2025, et là, par contre, ça va être un peu plus salé. Alors, bonne nouvelle, j'ai encore du sang qui circule dans mes jambes, donc là, je suis bien paré pour la suite. En 10e position, parmi les pires films que j'ai pu voir en 2025, alors attention, ça va diviser. Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Pourquoi je le classe en 10e position celui-là? Parce que ce film, je l'avais vraiment classé dans ma liste, je voulais vraiment le voir. Tout le monde disait que oh putain c'est bien, c'est un peu du renouveau. Alors à savoir que je n'ai pas aimé les films de Franck Dubosc, je trouve ça un peu moyen. J'ai vu le film là avec les handicapés, j'ai oublié le nom, qui était bien reçu par la critique. J'ai vu ce film, j'ai trouvé ça extrêmement moyen. Petit camion qui passe. J'ai trouvé ça extrêmement moyen. Et ça se veut mignon et gentillet. Ça marche pas des masses. Je sais pas, ça n'a pas pris sur moi. Et je sais pas, j'avais un espoir pour un autre Jura. Y a mes parents qui ont vu, ils ont dit ouais c'est bien. C'est un truc policier apparemment. Et je me suis dit ah bon c'est un truc sérieux. Le fait qu'ils ne sachent pas exactement comment me définir ce film, non il y a un peu d'humour quand même. Et là je me dis ok. Bon, du coup, j'étais curieux, mais c'est bizarre, quoi. On sait pas si c'est une comédie ou si c'est un truc sérieux, un truc policier. Donc, je regarde le film. Premier constat, c'est que visuellement, c'est assez propre. Voilà, il y a une belle photo, il y a une réal plutôt correcte. Bon, ça part plutôt bien. Et ensuite, je sens que le film essaie de poser un ton plutôt sérieux. Mais sauf que le comportement des personnages n'a tellement aucun sens parce que le film, à côté, se veut un peu humoristique. Et c'est justement ça le problème, c'est que le film ne sait pas sur quel pied danser. Et du coup, on arrive à ce résultat extrêmement bizarre. Le film est très bizarre, très confus. On sait pas s'il veut faire de l'humour, s'il veut faire des blagues. Enfin, on sait
on arrive à comprendre les moments où il veut faire des blagues, ou pas, et c'est très étrange, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, je commence à me faire chier, et plus ça avance, et plus je trouve les blagues vraiment malaisantes. Parce qu'en plus de ça, le film ne me fait pas rire. Les blagues sont pré-mâchées, vues et revues, et je sais qu'est-ce qu'il a voulu faire Franck Dubosc avec ce film. Il a voulu faire, il a voulu se la jouer Frère Cohen. Voilà, il a voulu se la jouer, comment s'appelle ce film Fargo. Voilà, c'est un Fargo français, mais en 10 fois moins bien, avec sans la maîtrise qui va avec, ça n'a aucun sens. Vraiment, ce film, ça a été dur à regarder. C'est très long, très lent. Quand t'as l'humour qui arrive, ça sort tellement de nulle part que tu te dis, waouh, t'as envie de leur foutre une gifle, presque quoi. Il y a aussi un truc que je trouve un peu malaisant, qu'on a dans quasiment tous les films français, aujourd'hui en tout cas, c'est qu'il y a sujet tabou, évidemment, sujet tabou, mais il y a un truc autour des immigrés dans ce film, des immigrés qui se font infantiliser, comme si, en fait, on prend des immigrés comme si c'était des enfants, enfin des immigrés, des clandestins, enfin quand je sais pas vraiment quel terme utiliser, mais on les prend comme si c'était des enfants, et c'est très malaisant avec ce personnage féminin qui se comporte un peu comme une maman. Bonjour Aboubacar. Et c'est vraiment gênant en fait, parce que tu sais pas s'ils veulent faire de l'humanitaire, s'ils veulent s'en moquer. Ce film ne sait tellement pas sur quel pied danser que tout est malaisant et tout est chiant, tout le monde en fait des caisses. Puis voilà, alors après Franck Dubosc il joue plutôt bien, et Benoît Poelvoorde aussi, voilà, il joue plutôt bien. C'est catastrophique, j'ai trouvé ce film vraiment pas bon. C'est, voilà. Bref, 10e position, Un autre Jura. En 9e position, j'ai choisi Comment ne pas citer a Minecraft Movie. Bon, écoutez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je pense pas revenir dessus. Ouais, je pense pas revenir dessus parce que je dis vraiment quasiment tout. Déjà, ce qui m'énervait dans le film, c'est le fait qu'ils ne sachent pas vraiment, ils n'ont pas vraiment représenté l'univers avec des cubes. C'est un univers avec des cubes, mais qui ne s'assume pas vraiment. Et les joueurs de Minecraft apparemment ont apprécié le film parce que quand tu connais vraiment le jeu, t'as vraiment l'impression de voir une partie de Minecraft. Je peux le comprendre, mais je trouve que ça ne fonctionne absolument pas en film. Ce n'est pas un film qui est ouvert au grand public, et pourtant, il a failli décrocher le $1 milliard au box-office mondial. Donc bon, il faut croire que c'est un succès, et évidemment, son succès sera bien rentabilisé pour ses prochaines suites. En 8e position, j'ai choisi Insaisissable 3 de Ruben Fleischer, qui avait réalisé, je crois, c'était quoi, comment s'appelle ce film là, Venom. J'ai trouvé ce film vraiment mauvais. Vraiment, c'était c'est nul, hein. C'est vraiment très nul. Évidemment, je vous invite à voir ma critique. Je pense que vous êtes passé pour beaucoup à côté de ces critiques, parce que c'est à ce moment-là que ma chaîne a été quick. Voilà, c'est à ce moment-là que YouTube a décidé de couper sifflet de ma chaîne. En temps normal, enfin il y a un mois plus tôt, cette vidéo aurait clairement fait 2 fois plus de vues. YouTube a décidé de couper le sifflet de ma chaîne, donc je pense que beaucoup n'ont pas vu ma vidéo sur Insaisissable 3. Alors je sais que les gens s'en foutent de Insaisissable, et d'ailleurs la preuve c'est que le film n'a pas beaucoup marché. Mais quand même il y a du sel, du rage bait, c'était... je sais pas, voilà, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Insaisissable 3, je vous invite à la voir. En 7e position, j'ai mis In the Lost Lens de Paul William Scott Anderson. Plus le temps passe, et plus je commence à apprécier ce réel comme du bon vin, un réel que je détestais au plus profond de mon être depuis la période Resident Evil, puisqu'il avait réalisé les premiers films Resident Evil. Quand j'ai bien compris l'univers des jeux, enfin après les avoir torchés plusieurs fois sur différentes consoles, c'est là que j'ai compris à quel point ce mec se foutait de notre gueule dans ses films, et que j'ai vraiment commencé à le détester, parce qu'en plus de ça, il y a un côté nanar extrêmement poussé. Mais après, je sais pas, j'ai quand même du plaisir à revoir ces films par nostalgie, parce que c'est rigolo, voilà, on se marre bien devant, et il a su conserver son côté nanar. Ce mec a compris qu'il avait un filon épuisé dans le nanar, exactement comme Robert Rodriguez. D'ailleurs, il pompe beaucoup. Robert Rodriguez, Paul W.S. Anderson pompe plein de gens connus, mais je trouve qu'il maîtrise de plus en plus l'aspect nanar. Et dans The In the Lost Lens, c'est putain de nanar ce film. C'est mauvais. Ce film s'est fait bâcher, mais je suis désolé, c'est pas le pire film que j'ai vu. Enfin, il n'est pas en haut de la liste, et pas pour rien. Parce que déjà, c'est pas le pire film, mais en plus, on se marre, voilà. Il y a un côté un peu rigolo, c'est n'importe quoi, et je n'ai pas lu la BD parce qu'apparemment c'est adapté d'une BD. Je n'ai pas lu la BD, mais je suis prêt à parier que ça n'a aucun putain de rapport. Enfin, vu comment il a traité les jeux Resident Evil, je suis prêt à parier que la BD n'a aucun rapport avec ce film. Donc voilà, je vous invite, peut-être par curiosité, à checker ce film parce que c'est quand même assez rigolo. Notamment, voilà, enfin, c'est vraiment ce que... Comment il s'appelle? C'est Bautista.
Dave Bautista, enfin quand j'étais petit on disait Batista, donc je sais pas si on prononce Batista ou Bautista, bref. Dave Bautista, il a eu une perte de poids, alors je pense que cette perte de poids est due à une baisse d'injection de testo, mais bon ça c'est personnel. Et il a fait ça justement pour s'investir un peu plus dans le cinéma, et on l'a bien vu aussi dans Knock at the Cabin, où là il est un jeu d'acteur merveilleux, ce mec est vraiment un très très bon acteur, et là, pour une raison qui m'échappe, il décide de jouer dans un nanar pareil. Le mec savait, il le savait que Paul W.S. Anderson est un très mauvais réal. Il faut pas jouer dans un de ses films. Si tu veux tuer ta carrière, tu joues dans un de ses films. Bref, c'est très étrange. En 6e position, et seulement 6e, j'ai choisi le chef-d'œuvre, évidemment Blanche-Neige, comment ne pas le mentionner aussi. Blanche-Neige, j'en ai parlé longuement. En plus de ma critique de plus de 20 minutes, je crois, sur ma chaîne, qui a fait un gigabuzz, ça va devenir l'une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne, parce que j'ai tellement posé le ton. Depuis le début, j'ai vraiment fait hyper mes abonnés pour pour se donner rendez-vous sur ce film. Du coup, ça a fait un bon gros buzz. Je me suis fait bâcher par une certaine communauté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est sur Twitter, pas content. Mais Andrew Tate, masculiniste. Je sais pas pourquoi. Je n'ai juste pas aimé ce Blanche-Neige. Et c'est, en plus, je n'ai pas aimé le film vraiment pour la qualité. Je trouve le film de très mauvaise qualité, de très mauvais goût. Et j'en ai rajouté une couche sur mon Patreon. C'est, bon, voilà, la vidéo sur mon Patreon a été bien accueillie. Où là, je suis en impro, j'ai quand même pris quelques notes. On passe un bon moment entre mes souscrits et moi, pour rechecker les moments les plus malaisants de ce film. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire sur ce film, Blanche-Neige, j'ai tout dit. Si ce n'est que... Ah, ça a quand même un peu de manquer, hein. Les navets, enfin c'est même pas un navet, c'est un nanar quoi ce film. Les nanars comme ça, vous me manquez parce que c'est évident que c'est le rejet de Disney après toute cette phase de propagande, toute cette phase DEI, tout ça, que c'était n'importe quoi. Après le virage à droite, si on veut, Disney en début d'année 2025, c'est évident que ce genre de navets ne reviendront plus. Et je sais pas, moi ça me faisait rigoler. Au bout d'un moment, je commençais à m'habituer, ça commençait à me faire rire. Et surtout, je me suis laissé naïvement croire qu'il y a eu un avant et un après Blanche-Neige. C'est que Disney a déclaré arrêter les live action parce que ça ne marche plus. Mais vu que les live action ont redécollé avec Lilo et Stitch, et on verra bien aussi pour Vaiana, quand il sera accueilli, pour l'instant très mal par les bandes annonces, mais on verra bien, est-ce que les gens vont le boycotter ou pas. Bon, là vraiment je suis très curieux, mais depuis le succès de Lilo et Stitch, Disney se sont dit « Oh allez, finalement on recommence !» Et apparemment ils prévoient vraiment de faire un remake live action de Réponse. Quelle catastrophe, c'est vraiment un de mes films d'animation 3D préférés de ces dernières années. Donc c'est... Bref, ils n'apprendront jamais, mais bon, au moins ça me fera un petit peu de viande à manger. En 5e position, j'ai choisi War of the Worlds avec Ice Cube, La Guerre des Mondes. Voilà, si vous vous demandez ce qu'est ce film, il s'agit de La Guerre des Mondes, une nouvelle version, une version un peu originale. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis en numéro 1, parce que ce film est effectivement très mauvais, extrêmement mal joué. En fait, la tronche de Ice Cube est devenue un mème partout sur internet, parce qu'il fait toujours exactement la même tête, il est toujours comme ça. Genre, il se passe un truc, une catastrophe nucléaire dans le monde réel, lui il est comme ça. c'est excellent, mais en fait non, je vous recommande pas. J'ai même pas envie de vous dire, regardez-le pour rigoler, le film n'est pas marrant, parce que il est extrêmement inconfortable. Le concept est original parce que tout se déroule sur un écran d'ordinateur. Donc en fait, à chaque fois qu'on verra un visage humain, ce ne sera que par le biais d'une webcam, d'un contact téléphonique. Donc voilà, le concept est hyper original, mais malheureusement c'est tellement inconfortable à regarder, c'est tellement mal joué, et aussi, enfin, il y a des comportements de personnages qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que le mec, il reste bloqué sur l'écran. 40 fois, le mec aurait dû se barrer, prendre les jambes à son cou, et finalement, voilà, c'est n'importe quoi. Les twists n'ont aucun sens, la fin n'a aucun sens. C'est un bon navet, mais avec un concept original qui sauve quelque peu le film. Ah oui, ce qui est extrêmement inconfortable, c'est que j'ai vu le film en VO, parce que je voulais vraiment goûter à ce mauvais jeu d'acteur, notamment du personnage principal. Je voulais vraiment écouter pleinement ce mauvais jeu d'acteur. Et du coup, on a les sous-titres qui font ça. Voilà. Pour moi, si les sous-titres ne sont pas parfaitement positionnés en bas de l'écran, si ça vient en haut, parce que souvent ils font ça, ils mettent les sous-titres en haut pour qu'on puisse lire des titres qui sont en bas,
pour pas que ça puisse parasiter les sous-titres. Et là en fait, vu que le film se déroule sur un écran d'ordinateur, on voit des icônes et du texte partout. Du coup, les sous-titres vont sans arrêt faire ça. C'est dégueulasse à regarder, en tout cas en VO. Et en VF, vous ne pourrez pas goûter au mauvais jeu d'acteur, parce que la VF est forcément de meilleure qualité. Enfin bref. Donc, War of the World, c'était bien de la merde. En 4e position, attention, là ça y est, on arrive, on touche le fond. On s'enfonce profondément dans les abysses, parce que le film dont je vais vous parler, c'est vraiment le genre de merde qui, je pense, ne pouvait pas exister avant. Je sais pas. Ça m'intéresse, parce que ça, c'est vraiment, ce sont des commandes. Exactement comme le loup-garou dont je vous avais parlé il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'était il y a 2 ans. Le loup-garou, c'était une commande de Netflix. Là, on a également une commande de Prime Video qui nous a sorti Le Jardinier de David Charon, je sais pas comment ça se prononce, mais disons que c'est le Yes Man parfait pour ce type de commande. Qu'est-ce que demandait la commande en question? Elle demandait une comédie avec Michael Youn et Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, évidemment, doit faire des coups de pied, il doit faire des cascades. Quand tu prends un Yes Man pour ça, tu peux être sûr et certain que tu vas avoir une merde atomique. Et ce film est une merde atomique. Mais vraiment, je sais pas par où commencer, parce que la forme est plutôt réussie. Voilà, c'est exactement pareil que pour Un ours en Jura. On a une belle photo, voilà, une réal plutôt correcte, enfin une réal de Yes Man. Voilà, tout ce qui est le plus Yes Man. Mais en fait, si tu me fais une comédie, il faut vraiment que tu me soignes l'écriture. Si tu me fais venir Michael Youn pour faire de clown, fais en sorte que Michael Youn fasse le clown à sa façon. Fais-moi, je sais pas, fais en sorte qu'il participe un peu à l'écriture, ou je ne sais pas. Mais en fait, là, on a Michael Youn qui fait de l'humour, mais un humour bridé, parce que voilà, ces dernières années, il essaye vraiment de se détacher du personnage qui était autrefois. Ces derniers temps, il y a beaucoup de réactions qui tournent autour de son vieux sketch, Tous à poil. Hein. Enfin, non, plus qu'à poil. Parce que j'ai vu la réaction de Jiraya, plus qu'à poil, et je me dis, waouh, c'est catastrophique. Enfin, ce qu'il faisait avant, c'était effectivement catastrophique, parce que c'était juste, en fait, il y a zéro blague, quoi. C'est juste le cul et rien d'autre. Et on sent que Michael Youn essaie de se détacher de ce personnage, de ce qu'il était autrefois, mais par contre, il n'arrive pas à rebondir sur quelque chose de meilleur. Et du coup, on le retrouve là-dedans, dans des comédies neutre où il essaie de faire de clavier. Enfin, son personnage, c'est clairement du Christian Clavier, mais sans le talent qui va avec. Et c'est vraiment, c'est pas drôle. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas drôle une seule seconde. Si tu as 6 ans, allez, 7, je pense que tu peux passer un moment correct, mais c'est catastrophique. Putain de merde, mais qu'est-ce que c'est mauvais. C'est long à regarder. Vraiment, tu vois le temps passer. Si ce film n'est pas numéro 1, c'est parce qu'il a essayé des trucs. Voilà. Et j'y reviendrai dans le numéro 3 et numéro 2. Il a essayé de développer ses personnages, de les rendre attachants. Il a essayé vraiment, j'ai senti devant ce film qu'ils ont essayé de faire des trucs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de talent. Ils ont embauché que des gens qui n'ont pas de talent. Voilà. Et Jean-Claude Van Damme, je suis désolé, mais ce n'est pas en lui faisant du Jean-Claude Van Damme que tu vas... Voilà, parce que moi j'ai grandi avec JCVD, mais ça ne s'arrête pas là en fait. Si t'as pas le talent qu'il a avec, évidemment que je vais me faire chier. Bref, nous nous enfonçons encore plus dans les abysses. En 3e position, j'ai choisi le chef-d'œuvre Toute pour une, pareil. J'en ai parlé longuement sur ma chaîne. J'ai également fait une vidéo bonus sur mon Patreon sur le sujet, tellement qu'il y a de choses à dire, tellement que c'est extraordinaire. Sur les moments les plus malaisants, je sais pas si c'est le podcast qui a fait le plus de vues, j'en suis pas sûr. Je crois que le podcast qui a fait le plus de vues, c'est la vidéo bonus sur ma réaction à un mec qui me déteste. Mais Toute pour une, c'est nul à chier. En fait, j'ai pas envie de revenir dessus parce que j'en ai tellement parlé sur ma chaîne. Ouais, non, j'en ai trop dit. Je vous invite à revoir mes vidéos consacrées à Toute pour une. Je passe directement en 2e position. Ah merde! Ah oui, c'est vrai ça! Je pensais que la 2e position était le numéro 1, mais en fait non. En 2e position, j'ai choisi Le Grand Déplacement. Voilà, pareil, j'ai fait une vidéo bonus sur mon Patreon du Grand Déplacement. Voilà, en fait, j'ai fait une petite compilation sur mon Patreon de toutes les bousasses qui ont fait buzzer certaines chaînes, parce que apparemment, je suis passé à côté d'un buzz. Voilà, ce que j'ai vu, pas mal de vidéastes ont fait des vues sur Le Grand Déplacement. Beaucoup de gens apparemment m'ont attendu sur ce film, mais j'étais occupé sur autre chose, je sais plus sur quoi, parce que le film est sorti en même temps qu'un autre truc, et je sais pas, je me suis dit que c'est un peu casse-gueule, parce que tout ce qui touche au racisme, parce qu'évidemment ça dénonce le racisme, en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup plus casse-gueule
que tout ce qui touche au féminisme, tout ça, enfin ça ce sont des sujets que je maîtrise un peu mieux. Et la preuve en est que sur mon Patreon, où j'en parle en détail, j'ai senti que le sujet était extrêmement casse-gueule, parce que là ça parle, le grand déplacement finalement c'est quoi? Ça fait référence évidemment au grand remplacement. Comment tu veux parler de ce film sans passer par la case grand remplacement? Enfin, t'es obligé à un moment donné de donner ton avis sur le grand remplacement. C'est ça qui est problématique. Et du coup, bah voilà, on y vient sur mon Patreon où je le livre pleinement et où c'est complètement casse-gueule. C'est casse-gueule. Si ma vidéo bonus sur mon Patreon sortait officiellement en public sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai plus de chaîne. C'est fini. Le shadowban me verrouille tout là. C'est fini. C'est terminus. Bref. Et c'est ça qui, voilà, c'est vraiment casse-gueule. Et c'est pour ça que j'ai été très hésitant à faire une vidéo dessus. Non seulement le sujet est casse-gueule, mais en plus de ça, bah c'est nul à chier. En fait. C'est vraiment mauvais, mais au même niveau que le jardinier. Sauf que, voilà, ce que j'expliquais dans les vidéos bonus du grand déplacement, c'est que au moins dans le jardinier, ils ont fait l'effort de développer ces personnages, de les rendre attachants. Ça marche pas, hein, mais tu sens qu'ils ont essayé. Voilà. Et dans le grand déplacement, t'as pas ça en fait. Les personnages sont tous absolument insupportables et ils n'ont absolument... Bon, eh bien, la batterie de mon émetteur de micro-cravate s'est déchargée. Ce qui fait que j'ai perdu 4 minutes de développement sur le grand déplacement. J'avais fait un beau speech. C'était propre, net, sans bavure. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré, donc il va falloir que je recommence et ce sera moins bon. ce sera forcément moins bon. J'avais tout dit. C'était impeccable. Donc, j'essaie de me remémorer ce que j'ai dit. J'ai commencé par dire que le jardinier, au moins, il avait fait l'effort de développer ses personnages. Dans le grand déplacement, les personnages sont absolument insupportables du début à la fin. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'humour. Je suis arrivé sur le cas de Jean-Pascal Zadi, qui a réalisé le film que je n'ai pas vu, tout simplement en noir, qui a été très bien accueilli par la critique, notamment la presse. La même presse qui n'a pas aimé le grand déplacement. Le film s'est fait démonter de partout, et le film d'ailleurs ne marche pas. Si j'avais vu le film au cinéma, parce que j'ai attendu sagement que le film sorte en VOD, pour le voir, si j'avais vu le film au cinéma, je pense que je serais sorti de la salle. C'est regardable. Parce que d'une part, les personnages, comme je l'expliquais, ne sont pas attachants, et d'une autre, nous avons l'humour qui se veut présent, mais qui ne marche pas du tout. Et là, c'est là que je suis arrivé à toute une thématique, tout un développement sur le fonctionnement de l'humour. C'est que là, on se reconnaît, là, on s'investit dans l'humour, c'est quand on se reconnaît dans un personnage. Le personnage qu'incarne Jean-Pascal Zadi, qui est donc le personnage principal, on ne se reconnaît jamais en lui. Et c'est là que j'ai cité l'exemple de Kaamelott, en tout cas la série, et pas le film, enfin en tout cas pas les Kaamelott 2, Loul. J'ai cité l'exemple de Kaamelott parce que il y a un personnage que vous connaissez très bien qui est Arthur. Arthur, c'est le seul à avoir, alors c'est pas le seul, hein, c'est l'un des seuls avec Lancelot et plein d'autres personnages, mais Arthur, ça fait partie des seuls à avoir un comportement à peu près normal sous lequel tu vas pouvoir t'identifier un petit peu. Et donc tu vas pouvoir explorer cet univers complètement loufoque, et c'est là que se déclenche le rire. C'est là, tu vois, le décalage entre... Enfin, ce qui fait rire, c'est finalement le décalage entre le personnage d'Arthur sur lequel tu t'identifies, et les personnages complètement cons et bizarres, comme Perceval et Caradoc. Et ensuite, tu vas commencer à développer un attachement sur ces personnages-là. Dans le grand déplacement, tu ne te reconnais sur personne. Ce qui fait que, quand tu as une blague qui arrive, tu dis, bah c'est pas drôle parce que je ne me reconnais pas nulle part. Cette situation n'existe pas dans la vie réelle. Voilà. Et ce qui fait rire dans un truc humoristique, c'est quand tu te reconnais dans une situation, même si elle est montrée de façon extrêmement caricaturale. Enfin, plus elle est caricaturale, plus elle fait rire à partir du moment où tu te reconnais un petit peu. De plus, à ça s'ajoute un humour noir, sans mauvais jeu de mots, loul, un humour noir salé qui se veut un petit peu proche de Fabrice Eboué, Casse Départ, mais sauf que si tu n'as pas la maîtrise de l'humour, tu te retrouves avec un résultat extrêmement raciste, dans les deux sens, parce que pour les mêmes raisons que Toute pour une, c'est un petit peu le retour de bâton, en voulant dénoncer le racisme avec la maladresse qu'il y a dans ce film, tu te retrouves finalement avec un truc extrêmement raciste et extrêmement misogyne. C'est catastrophique.
Donc voilà, c'est ce que j'avais globalement dit sur Le Grand Déplacement, qui est une catastrophe nucléaire. Et en plus, c'est un film vraiment détestable au possible. Le film est détestable. C'est inregardable, c'est détestable, les personnages sont répugnants, sont tous, ils n'ont aucune évolution. Vraiment. T'as vraiment envie de leur filer un coup de pelle, c'est insupportable. Et j'ai hésité à le mettre en numéro 1, parce que le numéro 1 est très différent, et vous allez comprendre pourquoi vous allez comprendre d'où vient mon hésitation. Maintenant, je vais couper et je vais voir si l'enregistrement a bien eu lieu. Alléluia! L'enregistrement a bien eu lieu. Bon, il va falloir que je fasse des petites coupures à chaque fois pour vérifier si la batterie fonctionne encore, parce que je vois que la batterie dans le rouge, dans l'émetteur du fond là, ça m'apprendra, j'aurais dû recharger, j'aurais dû savoir que je préparais une vidéo longue. Quelques mentions de films qui ont failli rentrer dans mon classement des pires films 2025. Mais finalement je considère comme pas assez mauvais ou pas assez intéressant pour être classé. Je vais aller très très vite parce qu'il y a beaucoup. Mickey 17, c'est pas un mauvais film, voilà, c'est juste que j'ai pas accroché, donc il méritait pas, mais en tout cas le film m'a un peu énervé, il m'a extrêmement déçu en tout cas. Mais la réal reste quand même très correcte, ça reste il y a du talent derrière, donc ce film ne méritait pas de rentrer dans mon top des pires films. The Electric State, qui pour beaucoup est le pire film 2025, je l'ai vu, quand tu vois toutes les boosts que j'ai citées, tu te dis c'est pas le pire. Le film au moins a un côté un peu décent dans son visuel, dans sa réal, dans la maîtrise des effets spéciaux. Ok, Millie Bobby Brown a un visage neutre qui joue pas très bien. Ok, comment il s'appelle, Chris Pratt n'est pas hyper intéressant dans le film. Et apparemment c'est pas fidèle, je crois que c'est adapté un livre et c'est pas fidèle, bon, bref c'est pas ouf, c'est pas le pire film que j'ai vu en 2025. Thunderbolts, non, je ne réhabiliterai pas ce film comme j'ai réhabilité Ballerina dans ma vidéo sur le top, consacré au top, parce que j'ai vraiment pas aimé Thunderbolts. Cela dit, s'il y a un point que je dois relever qui fait que ce film ne va pas atterrir dans mon top flop, c'est tout simplement la musique. Je n'ai pas été assez... comment dire, j'en ai pas assez parlé dans la vidéo critique. La musique, je dis que la musique est bonne, notamment pour son inspiration du thème qu'on entend, je sais plus, dans Fight Club, là, je sais plus comment ça s'appelle ce thème. La musique n'est pas bonne, la musique est excellente. Elle est putain d'excellente. Je l'ai réécoutée en boucle et en boucle et en boucle de mon côté. La musique de Thunderbolts est putain d'excellente. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé le film, bon, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et quand je vois les bonnes critiques, je me demande si ces gens en font exprès, s'il plaisante, s'il troll, parce que je ne le reconnais absolument pas dans ses critiques. Jurassic World 4, pour beaucoup, c'est le pire film de 2025. Pas pour moi. C'est pas un bon film. Il est, voire même plutôt, ouais, il est pas mal. Il est quand même pas mal éclaté. Mais, putain, quand tu vois les autres films, il y a une maîtrise d'effets spéciaux, de réal, même si, putain, tu regardes le film de Spielberg, ça n'a aucun rapport, tu n'as pas le talent qui va derrière. Superman, ah non, il n'est pas dans mon top des pires films que j'ai vu en 2025 parce que c'est pas mauvais, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas bien. J'ai trouvé vraiment pas bien ce film. J'ai passé un mauvais moment. Eddington, alors parenthèse sur Eddington. Avant de faire une parenthèse, je vérifie si l'enregistrement a bien eu lieu. Eddington, petite parenthèse, parce que j'en ai pas parlé sur ma chaîne, j'en ai parlé avec Merage en live. J'ai pas aimé ce film parce que ça fait partie c'était encore une des gouttes de trop. Je pose mon cul sur un fauteuil en me disant je vais voir un truc américain. Pour une fois, enfin, de mon plein gré en tout cas. Parce que j'ai fait l'effort de regarder des trucs non américains. Alors, quand je dis américain, évidemment, je parle des États-Unis, hein, donc des US. Et là, le fait de me dire, waouh, c'est américain, je le regarde de mon plein gré, et paf, Black Lives Matter, machin chose, Covid, truc, blablabla, on te vomit de la politique à la figure. Blablabla. Et pour beaucoup, ça va dans le sens de la droite, voilà, pour le dire de façon plus crue. Et ça, les gens sont contents parce qu'apparemment, ça défonce Black Lives Matter. Mais de 1, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Enfin, quand je vais au cinéma, je sais pas, j'ai envie d'entendre autre chose en fait. J'ai envie de sortir de la politique. Mais après, c'est moi, c'est très personnel. De 1, et même si c'est pour taper sur un mouvement en question, je sais pas. De 2, je crois vraiment que je suis le seul à avoir tilté que tout ce délire où on tape un peu sur le Covid, les absurdités du Covid et des mouvements sociaux repris par la gauche, voilà, si on veut. J'ai l'impression que les gens n'ont pas compris que ça, c'est un énorme cheval de Troie
pour mieux nous faire comprendre que le vrai problème, c'est le personnage principal. Donc c'est Trump. C'est vraiment, genre, vous avez pas compris ça en fait. Vous avez pas compris que tout ça c'est pour nous mettre un peu de lubrifiant, pour mieux nous faire accepter que le vrai problème de la société vient du personnage principal qui se laisse manipuler par le complotisme. Il plonge dans une rage, enfin dans un, comment dire, il plonge dans une bulle de complotisme qui fait qu'il devient un petit peu fou vers la fin. Et enfin voilà. Et quand je parle de complotisme, je parle vraiment, c'est vraiment la caricature de ce qu'on se fait de Trump, des républicains et tout ça. Et les gens n'ont pas compris ça en fait. Et là on va me dire que oui, mais parce que le film tape sur tout le monde. Bien sûr, le film tape d'abord. Il tape d'abord sur les mouvements dits de gauche, si on veut, pour mieux taper sur les mouvements dits de droite vers la fin, mais beaucoup plus fort, et pour dire que le vrai problème, c'est ça, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris d'Eddington. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Bref, Dracula, c'est nul, parce que c'est un vulgaire copier-coller du Francis Ford Coppola. Mais c'est pas mauvais pour autant, parce qu'il copie, finalement, le Francis Ford Coppola. Mac Welter, très intéressant. Pour beaucoup, pareil, c'est le pire film 2025. Alors que, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit que c'était un sketch de Mr. V, étalé sur une bien trop grande tartine. Et le film aurait très bien marché sur un format court, donc 10, 15, si ce n'est 20 minutes, pas plus. Le film est trop long. On commence à se faire chier, les blagues deviennent répétitives. Par contre, je peux pas nier le fait que, quand on aime Mr. V, il y a des moments où on sourit, il y a des moments qui m'ont fait sourire, vraiment, voire même rigoler, hein. Il y a des moments, des blagues de cons qui ont fait rigoler, des blagues typiques de François Pérusse, dont je suis très fan. Donc voilà, c'est Mac Waiter, c'est pas la bouse que j'imaginais, c'est pas bien, c'est pas bien. Le film n'est pas bien. Une bataille après l'autre, j'ai pas envie d'en parler, c'est bon, ça ira. C'est bon, j'ai niveau politique, j'ai épuisé mon stock sur Eddington, et je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi. Et en plus, j'en parle longuement sur ma vidéo sur la politique qui m'a valu, j'imagine, un Shadowban, donc c'est bon, ça ira. Predator Badlands, c'est pas mauvais, c'est juste pas bien. C'est pas bien. Je l'ai pas accroché. Notamment parce que, voilà, j'en parle déjà en profondeur dans ma critique, le fait d'avoir rendu vegan le Predator, c'est passé moyen chez moi, voilà, c'est pas. Pour la majorité, c'est, oh, trop bien, c'est bon le caca, non, pas pour moi, non. Five Nights at Freddy's 2, j'ai insisté sur le fait que le film est éclaté dans ma critique. Mais quand tu vois toutes les boosts qui sont sorties, je suis désolé, c'est pas le pire. Voilà. Et ensuite, Camelot 2. Camelot deuxième volet, partie 1. Mon dieu, partie 1. Ces mecs, fais juste une suite, fais juste un 2 et arrête de faire chier, quoi. Bref, j'en ai parlé pendant 45 minutes, je vais pas revenir dessus. C'est pas un mauvais film, parce qu'il y a de très bonnes qualités sur le visuel. Mais putain, la vache, c'est... Waouh. Oh, le vide, le naufrage. Naufrage. Allez, nous pouvons maintenant passer au numéro 1 de la liste des pires films que j'ai pu voir en 2025, mais pas que. C'est l'un des pires films que j'ai pu voir ces dernières années. Et j'en ai pas parlé sur ma chaîne, à mon grand regret. Et je pense que je vais me rattraper sur mon Patreon, parce que ce film c'est un vrai cas d'école. Le film dont je vais vous parler, c'est un vrai cas d'école. C'est un film que tout le monde doit voir. Tous les gens qui s'intéressent au cinéma doivent absolument voir ce film, parce que c'est un chef-d'œuvre dans ce qu'il fait. C'est vraiment, on dirait, quand tu fais semblant de le faire, tu pourrais pas avoir ce résultat. Faire semblant, tu peux pas avoir, vraiment, c'est très spécial. Je parle, bien sûr, de Atoman, de Anwar Moatassim, désolé pour la prononciation. C'est l'un des pires films que j'ai pu voir en 2025. Mais en fait, j'ai vraiment hésité à mettre Le Grand Déplacement en numéro 1. Parce que Atoman, je vous promets que c'est vrai. Atoman, il y a vraiment du cœur, de l'amour et de la passion. J'ai ressenti de la passion dans ce film. J'ai ressenti une volonté de faire, une volonté de se faire plaisir. Tu sens que les acteurs sont contents d'être là. Tu sens que Samir Nasseri qui joue très très mal.
Ce mec joue extrêmement mal dans ce film. Et pourtant, dans Taxi, il était pas trop mal. Enfin, en plus, je sais que ce mec, voilà, apparemment, il a eu des gros problèmes parce qu'il a des pulsions un peu de violence, je crois. Mais je sais que Samuel Nasseri, apparemment, dans les tournages, il était vraiment extrêmement investi. C'était le seul qui apprenait vraiment par cœur ses textes. Les autres s'en foutaient un peu, voilà. Lui, il était vraiment à fond dedans. Et tu sens que ça lui fait plaisir de participer à un nouveau film de super-héros, de plus est. Et il joue vraiment très mal dans ce film, il joue très très mal. Et tout le monde joue mal, t'as la meuf, j'ai oublié le nom, je connais, on s'en fout de toute façon, qui lit son texte, qui récite un texte, c'est très malaisant à regarder. On a Doudou, je sais plus comment ça s'appelle, je pense que je vais afficher son nom. C'est un doubleur à la base, c'est un doubleur VF, et pas un mauvais, hein, c'est un putain de doubleur, qui avait doublé Vin Diesel dans Babylone, je crois. Et écoutez un petit peu sa voix dans Babylone, il a une voix incroyable. Pour survivre dans ce business, il faut avoir des couilles et une parole. T'as ni l'un ni l'autre. Tu sais ce qui nous différencie, toi et moi, car moi, j'ai toujours les deux. Oh, mais que je l'aime, cette odeur de la peur. Et donc, il joue le méchant, et pareil, il joue très mal. Alors que le mec, c'est un bon acteur à la base, mais tout le monde est tellement mal dirigé, c'est un petit peu comme si on les laissait tous en roue libre. Évidemment que c'est très mal joué, mais le film est mauvais sur chaque point, c'est mauvais sur tout. Et c'est tellement mauvais que ça en devient génial. J'ai vraiment passé un bon moment dessus, c'est pas une blague. J'ai passé un très bon moment tellement que c'est à chier, tellement qu'on se marre, c'est un vrai nanar, un vrai de vrai. On n'en fait plus des comme ça. C'est tellement rare. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Le niveau de nullité de ce film. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'étalonnage. L'étalonnage est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais vraiment, quand on voit le désert, je sais plus trop quoi, il y a c'est teinté un peu bleu verdâtre, bizarre, c'est dégueulasse. La fin qui sort de nulle part, qui n'a aucun sens, c'est dégueulasse. Tout est moche, c'est mal joué. Tout sort de nulle part, les super pouvoirs du super héros, mais c'est n'ont aucun sens. Tu sais même pas vraiment c'est quoi ce super pouvoir. Enfin, c'est trop bizarre. Le méchant, joué par Samuel Nasseri, c'est à pisser de rire. Enfin, le moment où il commence à découvrir ses pouvoirs, en plus, j'avais des frissons de malaise tellement que c'était mal joué. Allô? C'est bizarre, j'entends plus rien. Allô? Mais il manque pas quelqu'un? T'entends quelque chose, toi? Bah, il est où, Chinois? Allô, Chinois? Et c'est exceptionnel. Vraiment, ce film est exceptionnel. C'est pour moi le roi. C'est le king du nanar. Le nanar du... Vraiment, je pense vraiment vous faire une vidéo bonus sur mon Patreon parce que c'est exceptionnel. Hein. Ce film est exceptionnel en termes de nullité, la musique, les acteurs, la réal, tout est à chier, tout. Tu sens que c'est fait avec des cailloux et vraiment ils l'ont fait et pour ça respect. Tu sens les mecs derrière leur caméra, ils devaient le savoir, ils savaient que c'était de la merde. Ils devaient se dire bon, tant pis, on le fait jusqu'au bout. Ah oui aussi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il y a un gars sur Instagram en message privé qui m'a dit. Parce que j'en ai parlé un petit peu sur mon Instagram. J'ai dit, ce film, c'est vraiment le mec qui vient de péter dans un ascenseur en faisant croire que c'est pas lui, alors que tout le monde le sait. C'est vraiment ça, c'est que le mec savait très bien qu'il faisait de la merde, mais ils l'ont fait jusqu'au bout et pour ça, respect. Vraiment, respect. Il faut absolument que j'en parle en détail plus tard, mais vraiment respect, c'était bien pourri et j'ai bien kiffé cette pourriture. Bref, c'était donc le numéro 1 de la liste des pires films que j'ai pu voir en 2025. Si c'était le pire film que j'ai pu voir ces dernières années, c'était extraordinaire. Voilà, écoutez, on est arrivé jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé cette petite dose de sel. Peut-être pas autant que l'an passé parce que j'ai vraiment limité ma consommation de films de merde, à vrai dire. J'ai même dû faire un rattrapage quand j'ai vu toute la mauvaise réputation qu'avaient pu avoir ces films, genre Atoman, Le Grand Déplacement. J'ai fait Le Jardinier aussi, j'ai fait un vrai rattrapage. Je me suis dit que bon écoute, j'ai vu de bons films, maintenant je vais voir un peu des films de merde, voir un peu ce que ça donne. Et franchement je regrette pas parce que on apprend des choses avec Atoman, c'est un vrai cas d'école, parce que ça c'est ce que disait Karim Debbaj dans une vidéo. Si tu fais exactement l'inverse de ce film-là, tu peux être sûr d'avoir un bon film. C'est vraiment ça. Et donc voilà, j'ai baissé ma consommation de mauvais films. Et surtout, j'ai baissé la consommation de films qui m'énervent vraiment. Et notamment le cas Rebel Moon l'an passé, j'ai pété un câble sur Rebel Moon
parce que voilà, enfin, je vais pas revenir dessus, mais des films comme ça, des films qui m'ont fait vraiment péter un câble, j'en ai vu beaucoup moins. Voilà. Là, c'était vraiment rigolo. J'ai passé un bon moment sur ces films de merde, et j'espère que vous avez apprécié me voir déverser un petit peu tout ce sel. Écoutez, j'espère que vous êtes rassasiés. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle fournée. Et avant ça, je pense que nous avons du pain sur la planche sur ma chaîne. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer tout ce spectacle qui nous attend pour 2026. Je pense que également cette année sera chargée. N'oubliez pas la réduction de Matéine de 15% sur votre première commande avec le code PLOTTIME ou en passant par mon lien en description et en commentaire épinglé. Si vous souhaitez vous reprendre en main sur votre santé, c'est le moment idéal. N'oubliez pas dans les commentaires de me faire part de votre petit top des films ou des séries que vous avez détestés en 2025. Même s'il ne s'agit que d'un titre, n'oubliez pas également de liker la vidéo. Allez, c'est juste un petit clic, on n'en parle plus. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.